peut effectivement améliorer leur détection, mais en fait, il n'y a aucune technique qui permet d'améliorer leur détection. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon opérateur. Bon. En revanche, les caractériser, c'est-à-dire savoir si c'est un adénome, etc., on peut quand même beaucoup s'appuyer sur des techniques. C'est pour ça qu'on peut donner cette présentation. Donc, est-ce que c'est un adénome? Est-ce qu'il y a un cancer dans ce polype? Voilà, c'est le sujet. Alors, en fait, il y a deux parties, vraiment. C'est distinguer un adénome d'un polype hyperplasique. Bon, on sait évidemment pourquoi. Et puis, deuxièmement, quand même, aussi, savoir s'il y a un cancer invasif dans un adénome. Ça peut changer la façon dont on va prendre en charge. La première partie, c'est distinguer un adénome d'un polype hyperplasique. Et c'est ce qui un peu motive ou sous-tend ce qu'on appelle la disgarde polycyste. Disgarde, ça veut dire jeter, comme vous le savez. Et on jette les polypes sans les envoyer à l'anapathe. On les enlève quand même. Hein. Sauf que vous savez quand même que les polypes hyperplasiques du rectum, quand ils sont inférieurs à 1 cm, du bas sigmoïde, on peut les laisser en place. Mais les autres, évidemment, il faut les enlever. Et ceux-là, on ne les analyse pas. Quand on pense qu'ils n'ont pas de risque évolutif et quand on peut déterminer l'intervalle de surveillance sans avoir besoin d'analyse histologique. On n'a pas besoin d'attendre l'analyse histologique. C'est ça le principe de disgarde polycyste. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Premièrement, ça sauve de l'argent. Ça sauve de l'argent, il n'y a pas beaucoup d'études qui l'ont montré, mais en fait, on s'en doute parce que au Royaume-Uni, mais je pense en France, ça va être pareil, l'analyse des polypes, ça représente un coût majeur. Et on analyse beaucoup de polypes pour rien. Et au Royaume-Uni, c'est le coût le plus important des analyses histopathologiques. L'analyse des petits polypes. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par César Hassan, notre ami italien, qui a dit que quand on n'analysait pas les polypes, on sauvait 25 $ par personne aux États-Unis. Ça représentait 33 millions de dollars par an. On peut imaginer, pour toute proportion gardée, qu'on épargne aussi beaucoup d'argent chez nous. C'est faisable. C'est faisable parce que il y a eu différentes études, mais ça c'est l'étude Princeps, qui est une étude anglaise du St. Mark's Hospital, où ils ont montré qu'en utilisant le diagnostic optique simplement, chez 82 des 130 patients, ils pouvaient donner un intervalle de surveillance sans avoir besoin d'analyse histologique, et que le même intervalle a été retrouvé, vous voyez, dans... Pardon, on va supprimer ça. Hein? Bon, c'est pas grave. On retrouvait le même intervalle de surveillance quand on attendait l'analyse des polypes dans 98% des cas, avec les recommandations anglaises. Et il faut des recommandations très simples, en fait, à vrai dire. Hein. Quand on a des recommandations très compliquées, on ne peut pas utiliser cette analyse optique seulement. Par exemple, en France, on a modifié récemment les recommandations, heureusement, parce que c'était très difficile d'appliquer un diagnostic optique. Ensuite, c'est sécure. Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de cancers dans les petits polypes. Alors, quand je prends... Je vais bien me débarrasser de madame, peu importe. Quand on regarde le taux de cancer pour les polypes, on dit diminutif, moins de 5 mm, ou petit même, vous voyez que le taux de cancer est très faible. Moins de 0,1% ou moins de 2% pour les polypes petits. Peut-être faire ça, non? C'est la technique limousine. Merci. Bien, alors donc il y a très peu de cancers. Alors quasiment pas pour les polypes diminutifs et très peu pour les polypes petits. Parce qu'effectivement il y a une définition, il y a diminutif moins de 5 mm, 6,9 c'est petit. Donc on s'entend sur les définitions. Donc je vous ai dit, ça sauve, on gagne, on évite des dépenses inutiles, c'est faisable, ça marche, et puis il y a très peu de risques de cancer. Alors, il y a deux questions qu'on a simplement discutées, c'est où on met le cut-off, 5 mm ou 10 mm. Alors déjà, si on s'entendait sur petits polypes, enfin sur des polypes diminutifs, ça serait pas mal. On a plutôt tendance à parler de polypes diminutifs, appliquer cette politique pour ces polypes diminutifs que pour les petits polypes. Alors, la question, c'est pourquoi pas les laisser sur place. Hein. Bon, pour l'instant, on en est à les jeter. Un jour, peut-être, on dira, on peut en laisser en place un certain nombre. Alors, comment faire? Et je l'ai indiqué d'emblée en haut, c'est le neurobrand imaging que vous connaissez tous maintenant, hein, qui est cette coloration, même les chirurgiens connaissent, hein. C'est la coloration électronique. Ça peut remplacer l'indigocarmin. Alors déjà, c'est aussi bon que l'indigocarmin pour ce qui concerne le mucosal pattern, c'est-à-dire l'aspect des cryptes. Hein. C'était la fameuse classification de Kudo,
où quand les cryptes étaient rondes, c'était un polype hyperplasique, quand elles étaient ovalaires, c'est un polype adénomateux, et quand elles sont très irrégulières, quand il n'y en a plus, c'est un crypte. En fait, quand on regarde en bas, la ligne du bas, c'est à peu près la même chose que la coloration à niveau. Ce qui est mieux, c'est que la neurobrand imaging, ça permet aussi de voir le réseau vasculaire. Et le réseau vasculaire est intéressant, en fait, à vrai dire, parce qu'il est très différent dans un polype hyperplasique d'un polype adénomateux. À gauche, c'est hyperplasique. Vous voyez qu'il y a très peu de réseau vasculaire, où il y a des vaisseaux qu'on appelle lessis en anglais, ou cursifs, quoi. Alors que l'adénome, c'est un réseau vasculaire très dense, quelquefois même avec des images assez amusantes, comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est plus foncé, ça, c'est plus clair. C'est des évidences. Et ça saute aux yeux. Et si on colore par la nigocaramate, on ne voit plus rien parce que tout est bleu. Donc ça amène une information supplémentaire. Il y a eu toutes ces études, il y en a encore d'autres, et je vais les passer toutes en revue les unes après les autres. Non, il y a des méta-analyses, ça évite bien des soucis. Mais à une époque, j'avais quand même poulet, j'avais fait mon travail. Bon, enfin, la méta-analyse montre clairement que narrowband imaging, ça a une meilleure sensibilité et spécificité que la chromodoscopie par la nigokarma. Donc, on utilisait la nigokarma avant, et le narrowband imaging, ça remplace. Et vous voyez, quand on regarde les chiffres, c'est pas négligeable, on passe de 91 à 96%. C'est-à-dire qu'on a 2 fois moins de risque de se tromper. Donc, ça a tout changé. Donc, il faut faire la coloration électronique, et c'est beaucoup plus pratique. Alors, il y a un certain nombre d'experts, entre guillemets, qui sont réunis, des Japonais, des Américains, et deux Européens se sont réunis, parce qu'on voulait avoir une classification universelle sans zoom, que tout le monde l'emploie. On est arrivé à ça. Alors, c'est un peu compliqué, mais en fait, on va faire montrer simplement qu'il y a des lignes, couleurs, vaisseaux, surface pattern, c'est la muqueuse, voilà, comme ça, et qu'il y a des types. Il faut analyser ces 3 paramètres pour distinguer 3 types, type 1 hyperplagique, type 2 adénome, et type 3 envahissement profond de la sous-muqueuse. C'est déjà un cancer. Alors on va regarder juste brièvement type 1 et type 2 en couleur. Quand c'est clair, plus clair que l'environnement, c'est un polype hyperplasique. Quand c'est plus foncé, c'est un polype adénomateux. C'est facile ça, hein, d'accord. Voilà, alors quel est le polype type 2, hein? Sauf que c'est à droite, hein. Je l'aide un peu là, c'est sous les lames. Hein. Ça c'est le type 1. Mathieu est d'accord? Alors maintenant les vaisseaux. Les vaisseaux, quand ils sont très denses comme ça, c'est adénomateux, c'est type 2. Quand il n'y en a pas, ou quand il y a des lessis comme cela, vous voyez, eh bien ça, ils ne suivent pas les structures glomérales, c'est type 1. Jérémy, c'est un type 1 ou c'est un type 2? Bravo, ils sont forts à l'image, hein. C'est toujours surprenant. Alors maintenant, là on ne voit pas très bien, mais on retrouve la classification de Kudo. C'est-à-dire que quand c'est rond et étoilé, c'est type 1, quand c'est allongé ou branché, c'est type 2. Alors ce qui est très important, c'est qu'il faut quand même donner son intervalle de confiance. Il faut quand même être certain, enfin quasiment certain, qu'on a raison d'emblée. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr, il ne vaut mieux pas jeter. D'accord? Mais si on est sûr, on peut jeter. Et puis ensuite, il faut analyser les composants les uns après les autres, comme on vient de le faire à la couleur, vaisseau et il y a 2 limites. Première limite, c'est quoi la première limite, hein? On s'en fout, bon d'accord. Denis. Quoi? Ils s'en foutent aussi. Bon alors Jérémy, c'est quoi la limite? Il faut avoir un endoscope, c'est bon, bien. Anne. Ça va, hein? Les festonnés. À Limoges, est-ce que la notion des festonnés est arrivée juste ici? Bon, alors, les festonnés, ça explique une grande partie des cancers du côlon droit. Je sais que vous ne ratez jamais de cancer à Limoges, ça c'est bien connu, partout dans le monde, mais de temps en temps, quand même, on peut, et malheureusement, c'est lié à la présence de ces lésions festonnées qu'on ne voit pas bien et qu'on n'a pas à classer. Pourquoi on ne peut pas les classer? Parce qu'ils ressemblent au type 1, ils se comportent comme le type 2. Hein, c'est des lésions hyperplasiques classées avec des lésions hyperplasiques. On ne peut pas dire que ça se comporte comme des lésions hyperplasiques classées. Alors il faudra inventer une espèce de sous-classe. Avec quoi on va l'inventer? Avec cette classification qu'on appelle WASP, qui vient des Pays-Bas, qui se surajoute en fait à la classification NICE, et à base de 4 facteurs, je vais vous les passer en revue. Le troisième, je l'ai mis entre parenthèses, je vais en parler. Alors, les limites du polype sont indistinctes. Ça caractérise le polype festonné cécile. Vous voyez, on ne voit pas bien les limites là. Ça disparaît. Alors qu'un polype hyperplasique, effectivement, on voit très bien les limites. Vous voyez ces vaisseaux,
c'est laisser le sol. Mon ami, hein, tu le vois bien là, ces vaisseaux. Bon, mais c'est pas toujours vrai. Ça, c'est un polype hyperplasique, on voit pas bien ses contours. Là, c'est un festonné sessile, et on voit bien ses contours. Il peut y avoir des problèmes. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est l'aspect en nuage. Vous savez, il fait très beau aujourd'hui, il n'y a pas de nuage en ciel, hier, il y en avait. En fait, c'est pourquoi on parle de nuages, parce que cette classification vient des Pays-Bas. Il y a des jolis nuages, quand on regarde les peintures hollandaises, des nuages magnifiques, Brisdel entre autres, et ça donne effectivement des aspects un peu comme ça, en nuage. C'est-à-dire, c'est des plateaux. Hein. Et ça, on voit rarement ça dans les polypes hyperplasiques qui sont plutôt très homogènes. Sauf que ça, c'est un polype hyperplasique, vous voyez, c'est quand même un peu. Bon, c'est pas vraiment. Hein. Et celui-là est bien rond, etc., il est bien joli. Et ça, c'est un polype festonné ici. Donc déjà, comment on voit une crypte très large? Parce que le troisième facteur, c'est les énormes cryptes qui sont rondes, parfois même tellement sur l'âge, elles sont plus rondes. Pourquoi ça sécrète beaucoup de mucus? Et ça donne des choses comme ça, vous voyez, avec des ouvertures de cryptes gigantesques comme ça. Alors, donc, on peut avoir cette sous-classe, type 1S. Alors, le problème, c'est que je suis avec des Japonais et des Américains. Alors, les Américains, ça les intéresse beaucoup, les Japonais s'en foutent, donc ils s'engueulent. Et on n'a pour l'instant pas bien réussi à travailler ensemble. À vrai dire, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à ça. Si on dit type 1S, c'est un 1, avec toutes les couleurs, etc. Et en plus, on ajoute les larges cryptes, l'aspect en nuage. Les indistincts bordaires, c'est pas toujours vrai. Donc, et on combine les deux, et on a une relative bonne sensibilité, surtout si on a une haute confiance dans ce qu'on fait. Bon, donc ça serait une première avancée dans cette classification. Et le problème, c'est qu'il faut photodocumenter, il faut s'entraîner, auditer, etc. Et c'est pour ça que même, en tant que président de l'SGE, même si je suis considéré comme souvent un chieur, et en particulier quand j'étais à la SFED, eh bien, je n'ai pas réussi encore à imposer ça. Parce qu'il faut une photodocumentation qui reste pendant longtemps, 15 ans, et il faut également, évidemment, une bonne formation. Et comme ça, on pourra acheter des copies. Donc, on n'y est pas tout à fait encore. La base est là, mais pas en pratique, on n'y est pas. Et pour finir, ça va être vite fait, un cancer invasif dans un adénome. C'est le deuxième but, ça c'est très important. Et pourquoi? Parce que pour sélectionner le meilleur traitement, quand il y a un adénome, on peut faire du plasmide, une glucoséctomie. Ok? Quand il y a un cancer invasif, même quand il ne va pas profondément, on peut l'enlever en endoscopie, mais il faut une pièce. Ce n'est pas un chirurgien qui me contredira, il faut une pièce avec une marge de sécurité. Et quand c'est un adénome avec un envahissement profond, c'est que la chirurgie. Donc c'est très intéressant de bien caractériser le polype avant le traitement. Et ça, alors ça c'est quoi, Jean-Marie? C'est type 2 ou pas? Parce que c'est marqué là. Qu'est-ce que c'est? C'est comme à la télé, tu sais que tu regardes les matchs de foot, le type il t'interroge sur celui qui a marqué le but précédemment, donc vraiment t'es un peu naze. C'est un type 2 ou un type 1? C'est un type 2. Bon, alors c'est un type 2, c'est un adénome. Il est joli, bien. Alors ça, c'est un type 3. Pourquoi? Parce que il y a les vaisseaux, les quelques vaisseaux qui restent sont irréguliers, mais il y a des zones, il n'y a même plus de vaisseaux, c'est amorphe, il n'y a plus de relief muqueux, etc. Donc, vous savez très bien, quand les vaisseaux sont irréguliers, s'il n'y a pas d'envahissement, quand les vaisseaux sont irréguliers, ça envahit un peu, il n'y a plus de vaisseaux, c'est que c'est très profond. Et là, il n'y a plus de vaisseaux, c'est un type 3. Voilà. Le problème, c'est qu'entre ça et ça, il y a un gap, il manque quelque chose. Voilà. Il manque quelque chose, il faudrait qu'on trouve un truc, une classification pour quand ça devient un peu irrégulier. Et c'est ce qu'on dit, type 2, peut-être type 2B. Ça serait pour ça. Voilà. Parce que ça, les vaisseaux sont irréguliers, mais ils existent toujours. Et il y a toujours un relief muqueux, mais il est irrégulier. Et ça, c'est quand même un type 2. Même si ça vous choque, que ce soit avec les adénomes, c'est un type 2. Et celui-là, on peut l'enlever par endoscopie, mais il faut l'enlever comme le ferait un chirurgien, c'est-à-dire avec une marge de sécurité. Donc il faut travailler sur cette classification 2B. Alors là, c'est l'inverse. Les Américains, ils s'en foutent, et les Japonais, ils voudraient qu'on fasse. Donc ça, c'est la conclusion, c'est il faut qu'on définisse ce type 2, c'est pas 2B, ça ne sera pas très difficile pour arriver à orienter le traitement. 2A, MR, 2B, ESD, 3 chercher. Donc là, ça c'est ma conclusion. Le besoin, le besoin, c'est distinguer l'adénome du polype hyperplasique. Oui, mais c'est un peu politique, hein, et c'est pas pratique. Et le 2, trouver un cancer invasif, c'est très important tous les jours. Voilà, très important tous les jours. Merci beaucoup.